Bien, mes chers collègues, bonsoir à tous. Nous démarrons, avec toutes mes excuses, cette séance avec un peu de retard. C'est le temps que la technique veuille bien nous permettre d'être diffusés en direct sur les réseaux sociaux et ça a l'air de fonctionner. Alors, avant d'ouvrir la séance, je vais, comme à l'accoutumée, commencer par l'appel nominal des présents. Donc, Johan Mittelosser, je suis présent. Madame Sabourin-Michel, présente. Monsieur Dominique Vory est absent, excusé, il a donné son pouvoir à Madame Sabourin-Michel. Madame Ambrosio Tadi, présente, son grand soir. Monsieur Cédric Chian, présent. Madame Christelle Thirouin, présente. Monsieur Jacques Drapier, présent. Madame Naïma Siffer est absente, excusée. Monsieur Alain Jugy, Madame Françoise Boivin, Monsieur Pierre Bonneau, Monsieur Thierry Demoisson, présent également. Monsieur Harry Françoise, il est présent. Monsieur Manuel Parmentier, présent. Madame Barbara Berthaud est absente, excusée, elle m'a donné son pouvoir. Madame Nadège Brasseur, présente. Monsieur Bruno Dupuis, il est présent. Monsieur Jérôme Faucheux n'est pas présent. Madame Martins non plus. Madame Vater, présente. Madame Guerrier-Boy est absente. Monsieur Camara est absent, excusé, il a donné son pouvoir à Monsieur Chian. Madame Pigeot est absente, excusée, donne son pouvoir à Madame Cotreau, pardon, excuse-moi Audrey. Madame Audrey Cotreau, présente. Monsieur Anthony Lopez est absent. Madame Elisabeth Petit est présente et Monsieur Chenot est absent. Bien, le quorum étant atteint, nous pouvons donc ouvrir la séance avec la désignation donc d'un ou d'une secrétaire de séance. Madame Sabourin se propose. Je pense qu'il va y avoir une campagne âpre pour. Alors, je soumets à vos votes la candidature de Madame Sabourin-Michel aux fonctions de secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Unanimité, merci. Il me revient, après cette désignation donc, de Madame Sabourin-Michel en qualité de secrétaire de séance, à solliciter de votre part l'autorisation, conformément à l'article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, d'avoir recours au scrutin public et par extension donc au scrutin électronique. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des objections à ce mode de scrutin? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Unanimité? Merci. Nous en arrivons donc au premier point inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'approbation du procès-verbal de la dernière séance, celle du 28 janvier 2025 en l'occurrence. Est-ce que vous aviez des observations ou des remarques à formuler sur ce procès-verbal? Oula, je vois qu'il y a des petits yeux. Pourtant, on va parler de chiffres, hein. Il va falloir être concentré. Non, pas d'observation? Alors, je soumets à vos votes. On est en scrutin électronique ou pas? Oui, bien. Donc, normalement, vous devez avoir pour vous, et si vous avez votre pouvoir, la console qui s'affiche pour vous permettre de voter. Bah, le pouvoir de Julietta, elle ne l'a pas envoyé à mon avis. Si elle te l'a juste dit à l'oral, en fait, ah bon, bah on regardera, mais non, non, on n'a rien reçu. Bah de même que Neymar avait indiqué qu'elle enverrait un pouvoir, mais on n'a rien reçu. Donc non, non, je confirme que les seuls pouvoirs qu'on a reçus, c'est de Marine Pigeot, de Dominique Vory et de Barbara Berthaud. C'est les trois seuls pouvoirs qui ont été envoyés, et Monsieur Camara, effectivement. Donc malheureusement, oui, je ne peux pas prendre le pouvoir parce qu'il faut qu'il soit signé par le mandant. Est-ce que tout le monde a pu voter en attendant? Non, je vois 18 sur 21. Monsieur Parmentier, favorable, merci. Il nous reste Madame Cotreau, pour, merci. Donc j'imagine que pour votre pouvoir, il en sera pareil, à savoir Madame Pigeot. Merci. Donc, on vérifie, mais 21 votes attendus, 21 exprimés favorablement. C'est donc une délibération adoptée à l'unanimité et un procès-verbal approuvé. Le deuxième point, le vif du sujet de cette séance, à savoir le débat sur les orientations budgétaires avec la présentation du rapport sur les orientations budgétaires. Alors, au-delà de l'exercice usuel auquel vous commencez désormais à être habitué, je voulais vous adresser quelques propos liminaires. Premièrement, c'est le dernier rapport d'orientation budgétaire de la mandature.
Donc c'est un élément qui est important parce qu'il permet de dresser un état des lieux de la situation financière de la collectivité au moment où nous nous apprêtons dans les prochains mois, parce que désormais le compte à rebours a démarré, hein. Dans un an, jour pour jour, vraisemblablement le premier tour de l'élection municipale aura déjà eu lieu. Donc au moment où nous allons nous apprêter à rendre les clés de la ville à l'aune de cette mandature, c'est important de savoir quelle est la situation financière de la collectivité. Il y a eu des engagements de notre part à tous, puisque j'associe l'ensemble des sensibilités de cette assemblée, parce qu'on a travaillé de concert à la fois, et notamment dans le dispositif Petite Ville de demain, on a beaucoup réfléchi, on a été très bien accompagné par les différentes instances, on a eu la chance de pouvoir recruter un chef de projet, de travailler en collectif et de faire émerger des orientations dont nous avons pu mettre en œuvre un certain nombre. Je ne vais pas vous rappeler tous les travaux, on les connaît par cœur, mais ça veut dire des engagements financiers importants, mais aussi des partenaires financiers qui nous ont fait confiance et ont donc particulièrement bien accompagné, hein, à chaque fois à près de 70% nos opérations. C'est pas rien que de redire qu'en 2024 et en 25, on a été subventionné à hauteur de 70% pour des opérations qui chacune avoisinent presque le million d'euros. C'est vraiment pas neutre. Et donc ça permet à la fois parce que nous avions une situation financière très bonne, hein, rappelez-vous, on avait une section d'investissement l'année dernière en suréquilibre parce qu'elle avait cette capacité justement à venir répondre à ces enjeux. Et malgré une situation financière qui nous aurait permis de peut-être aller plus loin sur nos fonds propres, eh bien grâce aussi à ces accompagnements, on a une situation d'autant plus confortée et améliorée. Avec, vous le verrez, on retrouve un trend de situation financière qui est équivalent à celui du début de la mandature, qui était à une bonne situation puisqu'elle permettait justement de faire face aux obligations du mandat. C'est-à-dire qu'en ayant réalisé nos objectifs, certains sont encore en cours, hein, mais et en ayant même parfois été plus loin, dans l'occasion de dresser tous ensemble un bilan à l'occasion d'une prochaine réunion dont je vous communiquerai la date, eh bien, malgré tout cela et en ayant fait plus, nous arrivons avec une situation financière qui est bonne. Et je crois que c'est ça qui est important de le dire dans un contexte qui, lui, n'est pas aujourd'hui forcément propice à voir les voyants s'allumer au vert dès qu'on parle des finances publiques. On a très souvent tendance aussi à taper sur le dos des collectivités territoriales, mais je rappellerai juste que nous, on peut pas présenter de budget en déséquilibre, hein. On est obligé d'inscrire autant de dépenses que de recettes. Enfin, en tout cas, on essaye d'inscrire en général moins de dépenses que de recettes. Mais on peut pas, voilà, engager plus que ce que l'on a. On peut pas s'endetter pour financer le fonctionnement, puisque l'État fait. Donc c'est aussi rappeler que la bonne gestion qui est nôtre, elle est celle que n'importe quel ménage a au quotidien et il investit à hauteur de ses facultés et de ses capacités à souscrire un emprunt et surtout à le rembourser. Et je tiens donc à l'aune de cette présentation et donc à la fin de cette mandature à remercier en votre nom à tous, à toutes celles et tous ceux qui nous ont aussi accompagnés, c'est-à-dire l'ensemble des équipes municipales, et quelle qu'eût été leur place, que ce soit dans l'équipe administrative, que jusque aux équipes de terrain ou dans les fonctions support, tout le personnel communal a été d'un précieux soutien et d'un déterminant dans la mise en œuvre de ces projets. Et voilà, je tiens à les remercier en votre nom, à ne pas les oublier. On se félicite, nous tous élus, et c'est très bien de ce qu'on a pu faire. Il ne faut pas oublier celles et ceux qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis de le faire. Donc voilà, c'est une forme de bilan collectif et surtout dans la mesure où on est sur un élément extrêmement positif, de savoir associer aussi à cette réussite celles et ceux qui travaillent dans l'ombre et dont il ne faut pas oublier que le rôle est déterminant et indispensable à la conduite des affaires communales. Voilà ce que je voulais dire pour pas en dire trop. On aura dans les différentes publications à venir l'occasion de faire le bilan, de rentrer un peu plus dans le détail. Je vais pas vous assommer vous parce que vous le connaissez par cœur. Ni celles et ceux qui nous écoutent, c'est toujours plus confortable de lire un document. Rappelez donc à nos administrés qui peut-être nous suivent en direct ou en différé que le rapport d'orientation budgétaire, sitôt adopté par l'Assemblée, sera disponible dans les prochains jours, prochaines heures sur le site internet de la commune. Donc ce que l'on va présenter ce soir est un document à disposition du public, tout comme l'explication qu'on en fera en termes, je dirais, de communication plus didactique, c'est-à-dire un peu plus ciblé grand public, qui là aussi permettra d'un peu mieux appréhender les grands enjeux. Voilà, je vous propose qu'on puisse rentrer donc dans le vif du sujet et proposer à Madame Ambroso-Taddy de procéder à la présentation de ce rapport pour qu'on puisse ensuite en échanger. Madame Ambroso-Taddy, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, le rapport d'orientation budgétaire pour cet exercice 2025, il porte bien sûr sur le budget principal de la commune et les budgets annexes, celui de la ZIA, de la Caisse des écoles et du CCAS.
Donc, en préambule, vous rappelez que dans les 10 semaines qui précèdent le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires de la commune est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal. C'est promulgué par la loi NOTRe du 7 août 2015 et l'article 2312-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Voilà, enfin, vous avez tout le texte. L'objectif étant d'informer les élus de la situation financière de la commune et de discuter des orientations budgétaires. Le contexte tout d'abord, un contexte macroéconomique marqué par une croissance faible, un creusement du déficit et des finances locales tendues dans un environnement institutionnel incertain. Vous avez le contexte. Le contexte économique national tout d'abord. Dans une plus forte mesure encore qu'en 2024, le projet de loi de finances initiale pour 2025 avait été établi et discuté dans un contexte d'austérité budgétaire. Anticipé à 6,1% à la fin 2024, le déficit public pourrait se creuser jusqu'à 6,9% à l'issue de l'exercice 2025, loin bien sûr des 3% attendus selon les critères de Maastricht. Avant même la dissolution de l'Assemblée nationale, des économies massives de manière à contrôler ce déficit public et le ramener vers une trajectoire de réduction sur plusieurs années devaient déjà être engagées. Le projet de loi de finances, donc je vais parler du PLF, parce que je ne vais pas à chaque fois vous le redire. Le projet de loi de finances initial pour 2025 poursuivait donc l'objectif de dégager 60,6 milliards d'euros de marge de manœuvre supplémentaire pour contenir le déficit public à 5% au terme de l'année 2025. Parmi ces 60 milliards d'euros, 41,3 milliards concernaient des économies sur des dépenses à hauteur de 5 milliards pour les collectivités locales et de 19,3 milliards d'euros qui proviendraient aussi de recettes nouvelles. Ces 19,3 milliards d'euros de recettes nouvelles devaient être issus d'une taxation renforcée sur les Français les plus fortunés et les grands groupes. Donc le projet de loi de finances initiale, présenté à l'Assemblée nationale en octobre dernier, prévoyait également 3 grandes mesures d'économie portées par les collectivités locales. Dans le détail, donc 3 milliards d'euros devaient être prélevés sur 400 à 450 collectivités ayant un budget supérieur à 40 millions d'euros et qui ne disposaient pas d'une situation financière trop dégradée, de manière à abonder un fonds de réserve. Par ailleurs, il était aussi prévu de décréter la dynamique de TVA reversée aux collectivités locales, destinée à compenser la suppression d'un certain nombre d'impôts locaux, tels que la taxe d'habitation sur les résidences principales et la cotisation sur la CVAE pour les entreprises. L'économie anticipée était de 1,2 milliard d'euros. De plus, le taux du fonds de compensation pour la TVA, le FCTVA, devait diminuer pour s'établir à 14,85% à compter de 2025, contre 16,404% jusqu'en 2024. L'éligibilité au fonds des dépenses de fonctionnement devait être supprimée et l'économie attendue de cette mesure était de 800 millions d'euros. À ces 5 milliards d'euros annoncés devaient être ajoutés des effets d'autres mesures d'économie, telles que la baisse du fonds vert de 2,5 milliards d'euros à 1 milliard d'euros en 2025, l'augmentation du taux de cotisation employeur pour financer le retour à l'équilibre de la CNRACL, avec un surcoût estimé à plus d'1 milliard d'euros pour les collectivités en 2025. Cependant, une motion de censure votée le 4 décembre dernier contre le gouvernement Barnier, alors que ce dernier avait engagé sa responsabilité sur le projet de loi de finances et de la sécurité sociale 2025, a stoppé net les débats parlementaires, alors que le Sénat, lui, était en train d'examiner le volet de dépenses de ce projet de loi de finances. Devant cette situation, l'Assemblée nationale, le 16 décembre, puis le Sénat, le 18 décembre, ont adopté un projet de loi de finances spéciale devant permettre à l'État de pouvoir prélever les impôts et d'assurer le fonctionnement des services publics au début de l'année 2025 dans l'attente du vote d'une loi de finances initiale 2025 en bonne et due forme. Donc, cette loi de finances spéciale, numéro 2024-1188 du 20 décembre 2024, comportait ainsi 4 articles. L'article 1, l'État est autorisé à percevoir les impôts, dont les impôts locaux, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances initiale 2025. Article 2,
Inscription explicite dans la loi des prélèvements sur les recettes de l'État, dont la DGF, à destination des collectivités locales, selon les montants 2024. L'article 3, l'État est autorisé à emprunter en 2025. Et l'article 4, les organismes de sécurité sociale, dont la CNRACL, sont autorisés à emprunter en 2025. En complément de cette loi de finances spéciale, le décret numéro 2024-1253 a été publié au Journal officiel le 31 décembre dernier. Ce décret porte répartition des crédits relatifs aux services votés pour 2025 selon les mêmes montants que ceux prévus en 2024. Depuis le vote de cette loi de finances spéciale, les débats budgétaires ont repris au Parlement et ont abouti à l'échec de la motion de censure votée à l'Assemblée nationale le mercredi 5 février contre le gouvernement Bayrou, qui avait engagé la responsabilité de son gouvernement sur le texte de projet de loi de finances, et l'aval des sénateurs le jeudi 6 février également sur le projet de loi de finances pour 2025. Cette loi de finances 2025 prévoit au final une baisse de dépenses de 30 milliards d'euros et de recettes supplémentaires de 20 milliards d'euros. Le texte doit désormais passer devant le Conseil constitutionnel avant une promulgation à la fin du mois de février 2025. Donc depuis, ça a été fait. Les éléments de prévision budgétaire pour 2025. Donc, la loi de finances pour 2025 allège le fardeau qui reposait sur les collectivités locales en passant la contribution de ces dernières à la réduction du déficit public de 5 milliards d'euros dans le PLF initial à 2,2 milliards d'euros dans le texte définitif. En matière de dotation, l'enveloppe totale de la DGF augmentera de 150 millions d'euros. Les dotations de péréquation des communes seront revalorisées à plus 150 millions d'euros pour l'enveloppe de la DSR et à plus 140 millions d'euros pour l'enveloppe de la DSU. L'enveloppe de la dotation intercommunale des EPCI devrait, elle, augmenter de 90 millions d'euros, en application de l'article L5211-8 du CGCT. Les communes classées dans une zone franche ruralité revalorisation percevront quant à elles une double majoration de leur DSR, soit 30% sur la fraction bourg-centre, majoration qui existait déjà du temps des ZRR, si la commune est éligible à cette fraction, et 20% sur la fraction péréquation, c'est une nouvelle mesure, si la commune est éligible à cette fraction. Le soutien à l'investissement local. Les crédits alloués au fonds vert passeront de 2,5 milliards d'euros en 2024 à 1,15 milliard d'euros en 2025. Les crédits de la DSIL diminueront quant à eux de 150 millions d'euros pour financer l'augmentation de l'enveloppe de la DGF. La DETR, quant à elle, est préservée pour 2025. Les mesures d'économie maintenant. Les trois principales mesures envisagées par le PLF initial ont finalement connu des destins différents. La mesure qui prévoyait une baisse du taux de remboursement du FCTVA et la suppression des dépenses de fonctionnement de l'assiette d'éligibilité, elle a été supprimée. La mesure qui prévoyait le gel du dynamisme des fractions de TVA a lui été conservée et permet une économie pour l'État d'1,2 milliard d'euros. La mesure qui prévoyait la création du fonds de réserve de 3 milliards d'euros a été, quant à elle, profondément modifiée. Ce fonds de réserve, initialement doté de 3 milliards d'euros, est remplacé par un nouveau mécanisme intitulé Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales, doté d'1 milliard d'euros répartis entre les différentes catégories des collectivités locales. En 2025, les communes assujetties seront prélevées de 250 millions d'euros et les EPCI à fiscalité propre de 250 millions d'euros également. L'assujettissement des collectivités à ce dispositif est établi en fonction d'un indice synthétique visant à établir la richesse relative de la collectivité en fonction des critères de potentiel par habitant et de revenus par habitant. Si l'indice synthétique de la collectivité excède de 10% la moyenne, elle sera prélevée. De plus, certaines communes seront exonérées du dispositif. Il s'agit des 250 premières communes de plus de 10 000 habitants éligibles à la DSU, les 30 premières communes comptant entre 5 000 et 10 000 habitants éligibles à la DSU, les 2 500 premières communes éligibles à la fraction cible de la DSR
et les 115 premières communes ultramarines classées selon un indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour le calcul de la dotation de péréquation. Voilà. Les départements, quant à eux, seront prélevés de 220 millions d'euros et les régions de 280 millions d'euros. Les montants prélevés ont vocation à être restitués les années suivantes aux collectivités qui auront contribué. Une part de ces prélèvements devra néanmoins abonder les différents fonds de péréquation. Concernant la France Ruralité Revitalisation, réintégration dans ce dispositif des 2168 communes qui étaient anciennement situées en ZRR et qui étaient exclues depuis le 1er juillet 2024 de ce nouveau zonage. Voilà pour le contexte économique national. Maintenant, on va parler de la situation de la commune, avec tout d'abord le budget principal. Donc, on va commencer par le résultat 2024. Donc, en 2024, en investissement, nous avons eu des dépenses pour 4 527 942,46 euros, des recettes pour 3 199 695,08, soit un résultat d'exercice déficitaire de 1 328 247,38 euros. Le résultat reporté était également déficitaire de 539 412,28 euros, soit un résultat au 31/12/2024 en investissement de moins 1 867 659,66 euros. À cela, on rajoute donc des restes à réaliser en dépenses pour 812 932,93 et des restes à réaliser en recettes pour 1 576 704,87 euros, ce qui nous donne un résultat de clôture de d'un déficit donc de 1 103 887,72 euros, soit un besoin d'affectation qu'on prendra sur le fonctionnement. Donc, le fonctionnement maintenant, des dépenses pour 6 97 144,82 euros, des recettes pour 6 482 057,81 euros, soit un résultat d'exercice de 384 912,99 euros. Nous avions un excédent reporté de 1 862 987,76 euros, ce qui nous donne un total de 2 247 900,75 euros, ce qui nous permet de prendre en besoin d'affectation pour l'investissement, les 1 103 887,72 euros, ce qui nous donne un résultat net de 1 144 013,03 euros. On vous présente ensuite une petite comparaison des 5 dernières années. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'en 2024, les montants qui ont réalisé en recettes et en dépenses comprennent les cessions du terrain des services techniques. C'est pour ça que il y a un écart important par rapport à l'année 2023. Vous voyez, on est à plus de 6 millions, alors qu'on était entre 4 et 5 millions en 2023. Conformément à la trajectoire qui avait été également fixée par la déclinaison du programme PVD, les investissements qui ont été réalisés cette année donc sont conséquents et nécessitent de puiser dans le fonds de roulement à hauteur de 1 103 887,72 euros, qu'on vient de voir. Sans que cela pénalise notre situation financière de la collectivité du fait des très bons résultats des exercices précédents. Donc vous voyez, même si on a creusé un petit peu voilà, on est tout à fait correct. La préparation budgétaire 2025 reste donc sereine, l'objectif étant de finaliser les projets PVD en cours, de solder les opérations, tant en dépenses qu'en recettes. Pour les dépenses de fonctionnement du budget principal, donc on vous présente pareil un graphe sur les dernières années. Et donc, vous constatez qu'en 2025, les dépenses réelles de fonctionnement sont stables par rapport au BP de l'année 2024. Donc, les BP, les budgets primitifs, c'est ce qu'il y a en jaune. Donc, vous voyez, de BP à BP, on vous présente à peu près la même chose en matière de dépenses réelles de fonctionnement. Maintenant, on va voir par le détail.
Donc d'abord au chapitre 11 qui correspondent aux charges des caractères général. Donc ces charges qui sont indispensables au fonctionnement quotidien des services municipaux, puisque vous y trouvez les fluides, les assurances, les dépenses diverses, elles restent stables. Les prix de l'énergie, des biens et des services cessent de croître, mais n'ont pas retrouvé leur valeur d'avant-crise. Et les services restent vigilants dans la gestion de ces dépenses. Pour le chapitre 12 des charges de personnel, de BP à BP, les charges de personnel sont en légère hausse pour prendre en compte l'augmentation du taux de cotisation de CNRACL, je n'arrive pas à le dire à chaque fois, de la part patronale qui est passée donc de 31,65% à 34,36%, sachant qu'elle devrait atteindre 43,65% en 2028. Vous voyez l'augmentation. Il n'y a pas de, et puis par contre, on peut vous dire qu'il n'y a pas de changement prévu dans les effectifs du personnel. Au chapitre 14 des atténuations de produits, il s'agit entre autres des contributions que la collectivité verse à l'État. Donc vous avez le FNGIR, le FPIC, le prélèvement SRU. Donc on vous constatez que ce chapitre est en baisse. Effectivement, en 2024, la collectivité s'était retrouvée carencée au titre de la loi SRU pour le manque de logements sociaux, parce qu'elle n'avait pas pu remplir ses objectifs triennaux de production de ces logements sociaux à temps. Bien que la carence ait été levée, la pénalité majorée était due. Donc en 2024, nous avions payé 78 889 euros et en 2025, la pénalité est ramenée à 49 562,40 euros, ce qui explique donc la baisse de ce chapitre. Pour le chapitre 65, les autres charges. Les autres charges de gestion courante, ce sont les subventions aux associations, la caisse des écoles, le CCAS, les indemnités des élus, les participations intercommunales. Ce poste de dépense est en baisse de près de 15%. Il comptabilise notamment le versement de la participation au fonctionnement de la maison de santé, qui est pour 2025 à hauteur de 54 000 euros, alors qu'elle était de 95 000 euros en 2024. Le versement de la participation au fonctionnement de la caisse des écoles sera cette année de 36 000 euros contre 37 800 euros en 2024, et celle du CCAS est de 21 200 euros contre 21 850 euros en 2024. On verra après dans les budgets CCAS et caisse des écoles pourquoi ça baisse. Mais en tout cas, voilà, ça explique pourquoi ce chapitre 65 baisse par rapport à 2024. Ensuite, on vous présente le chapitre 66, les intérêts de la dette. On vous a indiqué tous les emprunts en cours, y compris celui d'ailleurs de la maison de santé qui ne fait pas partie du budget communal puisqu'il est repris dans le budget ZIA, mais on a voulu ici vous présenter les 6 emprunts que la collectivité assume en ce moment. Vous rappelez que la commune, elle est très peu endettée. En effet, sa capacité de désendettement, c'est-à-dire sa capacité en nombre d'années si elle devait rembourser tout de suite les prêts. Donc cette capacité de désendettement, il est de 2 ans actuellement. Et le seuil critique pour une commune, c'est 12 ans. Donc vous voyez qu'on est dans une bonne situation. Vous dire aussi qu'un nouvel emprunt de 300 000 euros a été réalisé en 2024 pour financer le programme Petite Ville de demain, à savoir les travaux du centre-ville, donc et l'avenue Henri Renard. Vous voyez dans le profil d'extinction de la dette suivant, l'augmentation là en 2025 sur 3 années suite à la prise en compte de ce nouveau prêt. Il y en a un qui s'était terminé en 2024, mais donc voilà, donc c'est pour ça que ça augmente pendant 3 ans. Ce prêt de 300 000 euros était pris sur 7 ans, mais vous voyez qu'après, on n'obère pas notre capacité à reprendre de nouveaux crédits pour de nouveaux projets, pour une nouvelle mandature, voilà, pour nous suivre. Voilà pour la dette. On va passer maintenant aux recettes de fonctionnement. Donc les recettes de fonctionnement 2025 sont stables toujours par rapport au BP de l'année 2024. En 2024, vous voyez que ce qui est réalisé là en vert sur le graphe
tient compte en fait des écritures d'ordre de la vente du site des services techniques 3, ce qui explique le montant, mais bon, ça va pas se reproduire. Au chapitre 73 et 731 pour les impôts et taxes locales, ça c'est le premier poste de recette en fait de la collectivité. Comme chaque année, la revalorisation des valeurs locatives euh, faite par l'État augmente mécaniquement les recettes fiscales, alors que pour les taux d'imposition locaux, il n'y a aucune augmentation. La commune ne vote aucune augmentation des taux. En 2025, donc la revalorisation donc des valeurs locatives de l'État est fixée à 1,7% par l'État. Cette revalorisation devrait apporter un produit supplémentaire prévisionnel d'environ 38 000 euros pour 2025. Donc vous voyez comment l'évolution des produits fiscaux quand même au cours de ces 5 dernières années. En 2020, on avait perçu 1 810 121 et en 2025, on pense percevoir 2 278 000 euros de recettes fiscales. En 2024, oui, maintenant pour les IFER, oui, la collectivité a perçu 57 397 euros d'IFER du parquet éolien d'Angerville, suite à ce qui n'avait pas été versé pour les 5 éoliennes qui nous manquaient l'année dernière. À partir de 2025 et les années suivantes, la commune devrait percevoir 33 000 euros environ d'IFER par an. Voilà, on va tomber. On a eu les rattrapages des arriérés, mais maintenant on devrait tourner autour de 33 000 euros par an en matière d'IFER. Pour rappel, l'IFER est calculé par l'application d'un tarif au kilowatt. La commune perçoit 20% de ce montant et 50% pour le PCI et 30% pour le département. Ce qui est important aussi, c'est la taxe sur les pylônes électriques qui augmente également comme chaque année. C'est une belle part, c'est à peu près dans les 110 000 euros cette année. Donc une augmentation de 8 685 euros en 2025 contre une augmentation de 14 796 en 2024, mais c'est une somme importante. Au chapitre 74 des dotations, participations et subventions. Donc depuis 2018, les dotations de l'État sont en hausse de plus de 18 863 en 2024. L'enveloppe globale destinée aux dotations aux collectivités, elle est prévue en hausse. Néanmoins, la répartition se fait au regard de certains critères spécifiques en fonction des caractéristiques particulières des communes. Donc, on ne sait pas à quoi on va être mangé. Toujours est-il que nous n'avons toujours pas les montants définitifs en ce qui nous concerne, mais on devrait les avoir début avril, normalement. Pour les autres dotations, dans celle-ci, on va trouver les subventions qui sont attendues de la part de la CAF et de la MSA pour le financement des différents projets de l'espace Simone Veil, pour un montant prévisionnel de 28 500 euros. Et la subvention de la CAF pour le fonctionnement de l'espace Simone Veil se maintient, ainsi que celle de l'État pour le financement du poste de chef de projet PVD. Et la dotation France Service, quant à elle, est en augmentation de plus 5 000 euros. Ensuite, on passe au chapitre 70 et 75. Pour le chapitre 70, le produit des services du domaine et ventes diverses. Ce chapitre regroupe notamment le produit des services facturés. Alors, il n'y a pas de variation notable pour ce chapitre. Toutefois, parce que les tarifs divers sont prévus sans hausse, mais la fermeture d'une classe envisagée en maternelle pourra avoir une incidence sur les produits liés à la cantine scolaire, par exemple. Pour le chapitre 75, les autres produits de gestion courante, ce chapitre regroupe principalement les revenus des immeubles qui sont en augmentation en 2025 pour tenir compte d'un arriéré d'un trimestre de loyer de gendarmerie à hauteur de 26 126 euros. Voilà pour les recettes. Donc, on vous a fait après un tableau reprenant les évolutions de ces différentes dépenses et recettes en 2022, 2023, 2024 pour vous rendre compte, pour pouvoir comparer. Je sais pas si je vous le décris, hein, non? Bon, d'accord, on m'a dit non. Hein? Vous le verrez tranquillement chez vous, hein? Voilà.
Après, on vous reparle de la capacité d'autofinancement brut et net, hein. La différence, c'est la brute nous permet de payer les, les, nos emprunts, voilà. Donc, bah, on est plutôt, on est plutôt bien, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci en matière de CAF. Ensuite, quelques ratios calculés d'après le réalisé 2024. 1162 €, c'est les recettes de fonctionnement par habitant, sachant qu'une strate de même pour une commune de même strate, elle est de 1240 euros par habitant. Pour les dépenses de fonctionnement par habitant, c'est 1019 € pour notre commune et les communes de même strate, c'est 1023 € par habitant. Les dotations de l'État par habitant, c'est 167 € pour nous et 158 € pour les communes de même strate. Le produit fiscal par habitant est de 580 € pour notre commune contre 569 € pour les communes de même strate. Le taux d'endettement de notre commune est de 35,82%. Pour les communes de même strate, il est souvent de 61,60%. Et la dette par habitant est de 416 € contre 764 € pour des communes de même strate. Les orientations budgétaires donc 2025, en cette fin de mandature, il est prévu donc de maintenir les taux d'imposition actuels sans augmentation, de maintenir le même niveau de vigilance quant aux dépenses de la collectivité, de les grands projets de PVD, et de limiter les dépenses d'investissement afin de ne pas dégrader le déficit en fin d'année dans l'objectif de préserver la capacité à investir sur de nouveaux projets qui seraient lancés dans la prochaine mandature. Alors, on va maintenant passer à la section d'investissement. Donc, toujours en jaune de BP à BP, les dépenses d'équipement s'élèvent à 1 568 562 en 2025, dont 812 932,93 de crédits de report liés en partie à la fin des travaux du programme PVD. Donc, les nouveaux crédits ouverts cette année en matière d'investissement, pour le groupe scolaire, 30 300 € pour la reprise de la couverture du dortoir, l'abri de jardin de l'école maternelle et des mobiliers divers. La salle polyvalente pour 22 000 € pour l'acquisition et l'installation d'un vidéoprojecteur et le passage en LED des luminaires des loges. Des travaux sur les équipements sportifs à hauteur de 169 000 €, y compris la réalisation d'un terrain de pétanque et la reprise de la couverture du tennis. Pour les voies et réseaux, 300 300 € avec notamment la reprise de la chaussée de l'avenue des Pensées, l'aménagement des accotements avenue de Paris et l'aménagement devant le monument aux morts de Demerville. Et en face, nous aurons une subvention de 50 000 € pour les voies et réseaux. En matière d'éclairage public, 30 000 € pour l'acquisition de dispositifs LED et de luminaires de Noël, du matériel informatique et des mobiliers de bureau pour 15 800 €, du mobilier urbain pour 53 100 €, des outillages divers et véhicules pour les services techniques pour 66 030 €, des travaux divers dans les bâtiments pour 64 300 €, dont la rénovation du périscolaire, et une subvention de 20 000 € est attendue. L'aménagement aussi également autour du pump track pour 38 100 € et l'extension de caméras de vidéoprotection et matériel pour 46 700 €. Voilà pour le programme d'investissement. Maintenant, on passe aux recettes d'investissement. Vous voyez que le graphe de gauche, c'est notre autofinancement et celui de droite, c'est celui des subventions. Donc, voilà, je veux dire que tout va bien et que le total des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement permet de dégager la somme de 1 141 414 € pour financer ces investissements. Donc, vous voyez, on avait eu beaucoup de subventions l'année dernière. Voilà. Voilà pour le budget de la commune. Est-ce que je poursuis ou est-ce qu'on s'arrête là? Allez, on va marquer une pause parce que je Ouais. vous sens, mais tous dans une forme de léthargie. Bon, après, je sais que pour vous, l'exercice
Le goût de la répétition, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, d'avoir cette présentation en commission des finances il y a peu, mais voilà, ça reste un moment malgré tout important en termes de transparence, à la fois pour vous, et donc le revoir une seconde fois permet de se questionner, mais aussi nos concitoyens qui nous suivent. Je ne sais pas si ça appelle à des observations ou des questions. Je pense que ce qu'il est important de retenir, et comme je le disais en introduction, la situation est bonne. Quand on se compare à d'autres, on voit il y a tout lieu d'être rassuré sur la situation à la fois d'endettement, la capacité aussi de dégager des marges de fonctionnement de la collectivité, et puis d'avoir encore, malgré tout, pour la dernière année de mandature, quelques réalisations à faire et qui sont tout aussi importantes, même si le rythme va considérablement se réduire. Si on doit se comparer à une année 24, pardon, où on a engagé de front à la fois la rénovation du centre-ville et le lancement de l'avenue Renard, il est vrai que 2025 va paraître un peu plus calme, mais vous me direz, il est temps aussi de terminer les projets, de traiter aussi ceux qui peuvent paraître non pas accessoires, mais tout aussi importants, mais peut-être de moindre ampleur, à la fois visuellement parlant et budgétairement également. Mais je ne sais pas si vous aviez voilà des remarques ou des observations. Non, tout le monde est encore vivant, tout le monde est présent. Bien, eh ben écoutez, puisqu'il n'y a pas de questions et que chacun a retenu qu'on n'augmentait pas la fiscalité locale, malgré tout, je pense que c'est bien de le dire, eh bien je vous propose qu'on puisse passer sur l'étude du budget annexe qui comporte, comme vous le savez, la maison de santé. Madame Brosotadi, je vous recède la parole. Merci. Donc, on passe donc au budget ZIA avec les résultats d'exercice 2024. Donc, en investissement, en dépenses, 175 347,98 euros. En recettes, 283 899,84 euros, soit un résultat d'exercice de 108 551,86 euros. Le solde reporté qui était positif de 4 076,55 euros, ce qui nous donne un résultat au 31/12/2024, un résultat positif de 112 628,41 euros. Nous avions des restes à réaliser en dépenses de 21 910,95 euros, ce qui nous donne un résultat toujours positif de 90 717,46 euros. Donc on n'aura pas besoin d'affectation. Pour le fonctionnement, nous avons des dépenses pour 241 874,22, des recettes pour 318 429,52 euros, soit un résultat d'exercice de 76 555,30 euros. L'excédent reporté était de 7 190,18 euros, soit un total de 83 745,48 euros. Donc, pas de besoin d'affectation pour l'investissement. Donc, le résultat net est bien de 83 745,48 euros. Pour les dépenses réelles de fonctionnement, donc de la maison de santé, hein, en fait, hein, puisque elles sont en baisse de 9% en 2025 de BP à BP, essentiellement liées à la stabilisation du coût des fluides. On avait eu une grosse facture de fluides et puis depuis, voilà, on est qui reprenait en fait les périodes antérieures. Donc là maintenant, il y a une stabilisation et donc du coup une baisse des dépenses réelles de fonctionnement de BP à BP. En matière de recettes, eh ben, ce sont essentiellement des revenus, des loyers des antennes téléphoniques et aussi les loyers des professionnels de santé. Elles sont prévues en baisse car du coup, les charges locatives ont été réévaluées à due concurrence des dépenses effectives. Donc cette année, la subvention, et par ailleurs aussi, cette année, la subvention du budget principal s'élève à 53 964 euros contre 95 000 euros en 2024. Le budget principal avait eu plus besoin d'alimenter ce budget annexe puisque ce qui compte, c'est d'arriver à l'équilibre. C'est pour ça qu'il change en fonction des années. Donc, comme voilà, c'est indiqué, cette dotation permet d'équilibrer le budget et de financer l'emprunt. Donc, en section d'investissement, elle est essentiellement composée du remboursement de l'emprunt et des opérations d'ordre. Afin d'assurer l'équilibre, des dépenses sont inscrites pour d'éventuels travaux de la maison de santé. Et là, on vous remet donc l'emprunt, l'encours qui reste sur cet emprunt de la maison de santé qui était au 31/12/2024 de 600 000 euros, qui sera au 31/12/2025 de 560 000 euros avec une annuité en capital de 40 000 euros et des intérêts de 5 499 euros.
Voilà pour l'emprunt et le budget ZIA. Je poursuis avec le budget de la Caisse des écoles ou oui? Donc le résultat d'exercice 2024, donc en investissement, bon, on fait pas d'investissement à la Caisse des écoles. Il reste malgré tout un petit report positif de 361,53 qui traîne depuis un petit moment, mais voilà. Et en matière de fonctionnement, donc on a des dépenses de 36 476,13 €, des recettes de 37 800 €, soit un résultat d'exercice positif de 1323,87 €. Et nous avions un excédent reporté de 4 553,21 €, ce qui nous donne un total en fonctionnement de 5 877,08 €. Donc, vous rappelez que le budget de la Caisse des écoles est financé par une subvention communale qui permet d'accorder des dotations à chaque établissement scolaire pour l'achat de fournitures scolaires, mais aussi pour leur permettre de financer des sorties qui sont organisées au sein de chaque école, d'acheter des jeux ou d'organiser des manifestations pour les fêtes de Noël. Le RAZ, donc le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, bénéficie également d'une dotation annuelle par enfant. Cette subvention est fixée à 2,50 € par enfant scolarisé sur ces deux écoles. L'élaboration du budget 2025 tient compte des effectifs au 1er janvier 2025. Et pour rappel, les dotations allouées par enfant avaient été réévaluées à hauteur de 10% en 2024. Donc cette année, la participation communale s'élève à 35 522,92 €. Aucun investissement n'est réalisé sur ce budget, de même qu'il ne supporte aucun emprunt. Donc là, le détail de notre dotation communale, qui fluctue donc chaque année au vu du nombre d'enfants comptabilisés au 1er janvier. Donc au 1er janvier 2025, les effectifs sont de 336 en élémentaire, soit 22 élèves de plus qu'en 2024, et 173 en maternelle, soit 30 élèves de moins qu'en 2024. Cette année, elle baisse donc de 6% puisqu'elle suit les effectifs et qu'une classe a été fermée en maternelle. Pour le budget prévisionnel, comme indiqué précédemment, le budget prévisionnel de dépenses est également prévu en baisse de 2,15% et la dotation de 1 000 € par école pour l'achat des livres est quant à elle maintenue. On passe maintenant au budget du CCAS, donc avec le résultat d'exercice 2024. C'est pareil, c'est un budget sur lequel il n'y a pas d'investissement, il y a juste un solde reporté positif de 5 062 €. Pour le fonctionnement, des dépenses de 21 088,61 €, des recettes de 21 851 €, soit un résultat d'exercice de 762,39 €. L'excédent reporté était de 6 066,33 €, ce qui nous donne un total de 6 828,72 €. Les dépenses, vous voyez, au vu du graphe, pour l'année 2025, les dépenses sont équivalentes de BP à BP. Donc, je vous rappelle que ce budget est consacré aux aides formulées par les travailleurs sociaux ou sollicitées par les familles qui se présentent au CCAS de la commune, pour les aides alimentaires accordées en cas d'urgence pour certains foyers en réelle difficulté, et également à l'organisation des fêtes de fin d'année des aînés pour le repas et les chocolats. Les recettes, eux, cette année, c'est le budget communal qui participe au CCAS pour environ 21 121 €. C'est 700 € de moins que l'année précédente. Ce delta se justifie par l'excédent repris de la section de fonctionnement, qui est plus important, de 6 828,72 € contre 6 066,33 € en 2024. Voilà pour le dernier budget CCAS. Merci beaucoup. Présentation relativement synthétique. On a tenu un délai raisonnable. Merci Patricia et merci à l'ensemble des équipes et particulièrement à la directrice générale des services pour la coordination de ce support, mais surtout la préparation et le suivi tout au long de l'année parce que c'est important aussi d'avoir des personnes qui veillent au grain et nous permettent d'être suffisamment dans les clous de ce qui a été décidé et puis de suivre un peu ce qu'on appelle la ligne de flottaison de la trésorerie, hein, parce que vous pouvez budgétairement parlant avoir les moyens. Pour autant, il y a vous savez que notamment les dotations, elles rentrent par douzième, donc c'est un peu comme votre salaire. Donc sur l'année, ça passe, mais si vous dépensez un petit peu trop
en tout début, en tous les cas plus rapidement que ce qui rentre. Il peut y avoir parfois des petits soucis de trésorerie, donc c'est là où il faut avoir une véritable attention. Et Marion a eu avec avec Valérie à suivre de très près, parce que encore une fois, quand on a eu les opérations que je vous ai citées tout à l'heure du centre-ville et là en cours de l'avion Renard, ce sont pas des petites sommes, et donc les situations quand il faut les régler, eh ben, ce sont souvent des factures à près de 6 chiffres. Voilà, est-ce que vous aviez des remarques ou des observations donc sur la présentation de ce rapport, donc qui peut donner d'ores et déjà lieu à notre débat? Je crois que Madame Sabourin-Michel est mieux que ses œufs. Vous pouvez nous faire une omelette. Je n'avais pas remarqué, mais parce que je viens de voir une boîte d'œufs et ça vient de me surprendre sur le coup. Et est-ce qu'il y a des... Oh, mais on est une commune rurale, là, comme ça, au moins, on va nous, il y a, tant que la, oui. Bien, bon, cette galéjade passée, est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Non? Eh bien, je vous invite, mes chers collègues, donc, à approuver la présentation de ce rapport des orientations budgétaires. Le scrutin est ouvert. Vous pouvez donc vous prononcer. Alors, Monsieur Drapier, vous êtes pour, merci. 21 votes attendus, 21 exprimés, et ils sont donc tous favorables. À l'unanimité, il est donc pris acte de la présentation du rapport des orientations budgétaires. Bien, Monsieur Vaury étant souffrant, il va me revenir à la présentation du point suivant. Il concerne donc l'approbation de la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme. Vous le savez, c'est une procédure que nous avons mis en œuvre il y a maintenant quelques mois et qui avait pour but principal la mise en compatibilité du PLU avec le projet d'aménagement de l'extension de la zone industrielle sur 11 hectares, dite des terres noires. C'était l'engagement à la fois lors du précédent PLU, c'est un enjeu de la mandature, hein, faire en sorte que notre commune, au-delà d'accompagner le développement et les besoins en logement, toujours de manière raisonnée, je tiens à le préciser parce que la capacité de construction sur la commune en termes de logement est beaucoup plus importante que les projets que l'on peut voir. Donc on fait en sorte que ceci soit raisonnable en termes de développement. Pour autant, je rappelle que nous sommes soumis aux orientations du schéma régional de l'hébergement et de l'habitat, qui fixe des quotas. Alors c'est par territoire de PCI, mais qui sont ensuite repris par commune en lien notamment avec nos PLU. Donc on peut pas dire demain on construit pas, ça n'existe pas. Et puis je rappelle aussi qu'il y a quand même accessoirement une crise du logement en France et qu'elle touche pas que des gens qui habitent pas la commune. Elle touche aussi des gens qui sont sur la commune, qui cherchent du logement adapté, qui ont besoin aussi eh bien de parfois quitter un logement qui n'est plus en adéquation avec leur mode de vie. Hein. Je pense notamment aux personnes âgées qui se retrouvent seules dans des logements parfois trop grands, peu adaptés, avec les difficultés d'entretien et qui attendent pour certaines eh bien que la résidence intergénérationnelle soit livrée. Donc il y a cette dimension d'accueillir, de développer raisonnablement la population. Et en parallèle, vous le savez, nous y sommes attachés, c'est de faire en sorte que l'économie aussi, elle suive. Le développement d'un territoire, je vous le dis et je le répète sans cesse, il doit se faire sur deux jambes. La démographie doit s'accompagner du développement économique. Et donc, c'est tout l'enjeu porté par l'extension sur 11 hectares de la zone industrielle dite du Bois-Fontaine. Ça revient à doubler à la superficie de cette zone. Donc, c'est la zone qui accueille aujourd'hui le centre de tri, la déchetterie, hein, pour celles et ceux qui nous suivent en ligne et qui peut-être auraient du mal à se situer. C'est une démarche que nous avons entamée il y a maintenant près de 10 ans. Vous voyez à quel point ça a été un parcours du combattant. Nous arrivons maintenant au bout parce que les différentes instances ont validé le projet. Je remercie notamment aussi la commission départementale d'aménagement des espaces naturels et forestiers, agricoles et forestiers, la CDPNAF. Voilà, je remercie nos amis agriculteurs d'avoir compris aussi, parce que ça a fait l'objet de discussions ces dernières années avec eux, hein, la nécessité de devoir s'étendre sur une terre agricole, hein, en contrepartie de réguler, et c'est ce que nous avons d'ailleurs pris comme engagement dans le PLU, les futures extensions, puisque vous voyez que nos extensions à terme ne se font plus en extension, mais plutôt en aménagement, reconversion dans l'unité urbaine, le cas notamment de la revalorisation de la friche agricole de la coopérative ou de ce que nous menons actuellement sur l'ancienne friche des services techniques, qui est plutôt une friche d'une ancienne usine des télécoms des années 50 et qui avait vraiment besoin d'avoir ce renouveau. Développement économique important pour deux raisons. Trois. La première, ça génère de la fiscalité d'entreprise et c'est important parce que c'est ce qui vient compléter quand même la fiscalité des ménages. La seconde, et donc accessoirement, ça accompagne côté agglomération le développement des services à la population.
Deuxièmement, ça permet d'avoir une activité en journée sur la commune. On évite le phénomène de commune dortoir, ces communes résidentielles où il n'y a plus personne la journée, ou le week-end aussi, parce que les habitudes de vie ne se font pas, parce que il n'y a pas d'écosystème. Aucune commune ne peut avoir un écosystème de commerce de proximité, de tissu associatif suffisamment vigoureux si la commune est vide les trois quarts du temps. Ça ne suffit pas d'avoir du monde que le soir et les week-ends. Donc en général, comme ils ne trouvent pas à proximité de quoi répondre à leurs besoins, le week-end ces gens s'en vont et on a vraiment des communes qui sont mortes. Donc avoir de l'activité la journée, c'est avoir du mouvement, c'est avoir des personnes qui vont consommer. Alors je dis pas qu'elles vont forcément consommer tous les midis chez nos restaurateurs, qu'elles iront en permanence consommer auprès de nos commerçants, mais pour autant ça bénéficie à cet écosystème parce que ce sont des personnes qui, au-delà de consommer peut-être le midi, peuvent consommer le soir avant de partir et de rentrer chez elles. Ça offre aussi de l'emploi en proximité, même si ça peut pas toujours offrir un emploi à tous les habitants de la commune, c'est une dynamique qui est vertueuse. Donc 10 ans d'un combat, je dirais plutôt d'un travail partenarial mené avec les services de l'État et l'ensemble donc des partenaires, au premier rang desquels figure la communauté d'agglomération d'Étampes-Poix-Sud-Essonne, puisque le développement économique, c'est aujourd'hui une compétence exclusivement à la main de l'agglomération. L'agglomération s'est donc portée acquéreur de ces 11 hectares auprès donc du propriétaire terrien. Et de notre côté, eh bien, nous allons acter ce soir de la mise en compatibilité du PLU avec le programme d'aménagement, puisque vous le savez, il y a eu en parallèle, parce on a travaillé en parallèle, sinon il nous faudra encore 10 ans maintenant que on peut construire pour avoir un projet en face. Donc on a travaillé avec un appel à manifestation d'intérêt auquel un aménageur, Sareas, qui est une entreprise familiale essonnienne, a répondu, avec donc l'aménagement de cette future zone, avec l'ambition d'avoir un label biodiversity, c'est-à-dire que ce qui va se créer doit demain permettre d'avoir une biodiversité plus développée, plus importante que ce qu'il y avait auparavant. Et donc, c'est penser l'aménagement avec ses enjeux environnementaux, c'est faire en sorte aussi que les bâtiments soient les plus économes en foncier possible et que l'on puisse rationaliser tous ces mètres carrés. C'est pas demain construire sur seulement 20% d'une parcelle. Ça, c'est un temps qui est révolu. Désormais, on doit optimiser au maximum parce que une extension comme celle-ci, je pense qu'on n'en aura pas avant les 15 à 20 prochaines années. Donc on est vraiment à un tournant. C'est une opportunité majeure pour nous. C'est entre 250 et 300 emplois à la clé. Ce sont déjà des entreprises qui manifestent un intérêt certain. Je peux pas en dire davantage, mais sachez qu'un opérateur se positionne déjà à ce jour. Alors rien n'est signé, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas encore en dire plus, mais je peux vous donner deux chiffres. C'est un investissement pour l'équipement de 30 millions d'euros. C'est quand même pas un petit aménagement qui va être fait sur une des parcelles, et c'est entre 30 et 40 emplois. Voilà pour un premier élément. Donc ça veut dire qu'on a bien aujourd'hui de la demande, que Angerville attire et qu'il y avait vraiment lieu de se battre pour permettre ce développement. Parce qu'encore une fois, à l'heure où et c'est normal, on parle de rationaliser les extensions, on parle du zéro artificialisation nette, on parle de ne plus avoir aujourd'hui ces grandes opérations, avoir su démontrer qu'Angerville a une politique foncière qui est aujourd'hui cohérente en regard avec ce que je vous disais, et le positionnement, à la fois géographique, je vous l'apprends pas à l'entrée de l'Île-de-France, mais aussi la reconnaissance par le dispositif national Petite Ville de demain. Ce sont des éléments qui, mis bout à bout, ont été en notre faveur. La mise en compatibilité du PLU, c'est faire en sorte que le programme de l'aménageur soit compatible avec les règles d'urbanisme, à la fois en termes de densité, en termes de hauteur, et donc c'est mettre en compatibilité l'opération d'aménagement programmé, la fameuse OAP, qui avait été posée donc sur le secteur des terres noires, qui rendait constructible, mais pour la mise en œuvre opérationnelle, devait se faire avec la révision du PLU. Ce que nous faisons, la modification, pardon, c'est le terme consacré, la modification du PLU, c'était la condition que les services de l'État avaient mis. OK pour que vous puissiez faire, mais tout dépendra de ce que vous présenterez. Et que, par conséquent, il faudra aller très loin en termes de sobriété, etc., ce que je vous ai énoncé. C'est 90% de l'objet de la modification qu'il vous est proposé d'approuver ce soir. D'autres éléments connexes malgré tout. Nous en avons profité aussi pour
Nous voulions, pardon, déclasser la zone AUD, c'est-à-dire le terrain, alors pour les plus anciens, dit de la bascule, pour ceux qui ne sont pas au fait de la sémantique, c'est le terrain qui se situe à l'entrée du hameau de Domerville, en connexion directe avec le rond-point, là où régulièrement nous avons parfois les circassiens qui font quelques haltes. Donc aujourd'hui, c'est un terrain pour lequel le PLU prévoyait, puisqu'à l'époque, Lidl, hein, l'enseigne Lidl, voulait s'implanter sur ce site. Et donc on avait, si je puis dire, dans les discussions, adapté le PLU à la faisabilité du projet. Le projet ne s'est pas fait ici. Dans un sens, tant mieux. Je trouve que il est beaucoup plus opportun que Lidl soit là où il est, rapprocher la zone commerciale, et surtout, c'est ce qui a permis d'avoir un vrai projet de requalification de l'entrée de l'avenue de Paris, hein, et on le voit aujourd'hui directement à l'œuvre. Reste une verrue entre nos anciens services techniques et nos actuels services techniques, anciens magasins Lidl, mais je ne désespère pas que nous puissions y arriver. Pour autant, cette zone AUD, on se disait qu'elle pourrait être une vraie réserve stratégique pour, dans un avenir relativement proche, permettre à la commune d'offrir au service départemental d'incendie et de secours, hein, c'est-à-dire au service qui gère les pompiers, un site propice à l'édification de la caserne de demain. La caserne de centre-ville telle que nous la connaissons aujourd'hui atteint pratiquement ses limites. Elle les atteint pas forcément de manière opérationnelle, mais plutôt en termes de conditions de vie et de travail des sapeurs-pompiers, notamment le fait de ne pas avoir de réels vestiaires pour les femmes, de ne pas avoir les espaces suffisamment adaptés à l'activité du site et aux effectifs présents. Et dans la mesure où, au fur et à mesure que la commune grandira, et même si nous faisons en sorte que ce soit de manière progressive, les projets que nous avons en cours vont amener Angerville à dépasser la barre des 5000 habitants d'ici 2 à 3 ans. Donc on voit qu'opérationnellement parlant, l'enjeu de la sécurité avec entre autres nos sapeurs-pompiers, c'est important, et le développement sur le site actuel, c'est très contraint. Et puis c'est d'autant plus contraint que en ville, pour sortir, lorsqu'il y a une opération, une intervention, c'est toujours plus complexe qu'en étant situé à l'entrée de la ville. Surtout que nos sapeurs-pompiers n'interviennent pas uniquement sur la commune d'Angerville. Il leur arrive d'intervenir sur la commune de Pucet, il leur arrive d'intervenir sur la commune du Mérévillois, mais aussi, puisqu'il y a des conventions, notamment parce que la Nationale 20, axe aujourd'hui d'importance, les conduit à intervenir sur celle-ci et parfois en dehors des frontières de la région francilienne, puisqu'ils interviennent parfois sur la région Centre-Val de Loire. Donc on voit que ce site aurait un véritable intérêt. Toutefois, ce n'était qu'une opportunité d'avoir une forme de réserve et donc de prévoyance. La mission régionale d'évaluation environnementale a, elle, eu une lecture un peu différente parce qu'elle nous dit aujourd'hui, votre projet, vous ne l'avez pas, c'est vrai, il n'y a pas de projet arrêté. Pour nous, c'est plutôt une artificialisation d'un site pour lequel on estime que vous ne devriez pas bâtir. Donc on s'est dit, vu qu'on n'a pas de projet, il n'y a pas d'engagement du SDIS, puis aujourd'hui la situation financière du département, qui est le principal financeur du SDIS, n'est pas au beau fixe, donc on va pas avoir un projet demain, on va pas se battre inutilement parce qu'on n'aura pas les arguments et que honnêtement fragiliser la procédure de modification du PLU pour ça, c'était peut-être pas opportun. Donc ce qui était une intention de départ, nous l'avons retiré par rapport aux observations de la MRE. Il y a un autre élément qui était de protéger et préserver certains cœurs d'îlots, conformément à l'article L 151-23 du Code de l'urbanisme. Qu'est-ce que la préservation des cœurs d'îlots? Eh bien, ça répond exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure, où j'entends, et c'est normal, hein, on est toutes et tous connectés à cette réalité, et nous entendons les commentaires de nos concitoyens qui nous disent oh là là, ça construit, ça construit, ça construit. Bon, après, il y a deux écoles, hein, ceux qui considèrent que ça fait sens aussi, parce qu'on ne fait pas construire n'importe quoi. Hein, je rappelle, on répond à la fois, et on est encore loin d'être aux 25%, mais on a une obligation de créer du logement social. Moi, je le redis, les 25%, c'est la cible. J'en fais pas une course aux chiffres, mais malgré tout, il faut quand même créer du logement social, parce que vous savez que si nous n'en créons pas régulièrement, nous avons quand même à la fois aujourd'hui une pénalité qui est de près de 50 000 euros par an, qui peut être majorée, et on l'a connu en fin d'année dernière, parce que le temps d'avoir les agréments pour les projets en cours, eh bien la commune s'est retrouvée carencée, parce que elle n'avait pas respecté son engagement triennal qui est de construire un certain nombre de logements régulièrement tous les 3 ans en termes de logements sociaux. Donc, on a eu doublement de la pénalité et nous avions perdu le droit de préemption. C'est important d'avoir à l'esprit que le droit de préemption, lorsqu'on le perd et qu'il donc est récupéré par le préfet, c'est celui-ci qui a à la main finalement la délivrance aussi des autorisations de construire en préemptant en lieu et place de la commune et en permettant que des projets que nous n'aurions peut-être pas désirés autour de cette table se fassent. Et puis, pourquoi pas, eh bien, répondre d'un seul tenant ou en peu de tenants à l'objectif chiffré des 25%.
Et je rappelle à toute phase utile à tout le monde que nous avons une réserve foncière qui est relativement importante dans le lotissement de l'Europe et que le foncier pourrait être rapidement mobilisé pour des projets que nous ne souhaiterions pas forcément voir émerger de cette manière-là, parce qu'on sait qu'une insertion urbaine réussie est une insertion qui couple de la mixité et qui ne crée pas qu'un ensemble de logements sociaux. Donc, important d'avoir cet élément toujours en tête. Donc nous créons malgré tout du logement, nous le créons de manière diversifiée avec du logement à loyer modéré, notamment ce qu'on appelle les fameux LLI, pour répondre aux besoins de nos concitoyens qui aujourd'hui sont pas éligibles au logement social et pour autant n'arrivent pas à se loger dans le marché sur le secteur privé. Pourquoi? Parce que le jeu de l'offre et de la demande, on a un secteur locatif sous tension en Jarville, on va pas se mentir, par conséquent on a des loyers relativement élevés et aussi certains propriétaires qui ont tendance parfois à profiter peut-être de situations compliquées de certains pour proposer des logements peut-être pas tout à fait dans les critères de décence tels qu'on les attend. C'est là où le permis de louer nous aide beaucoup. Pour autant, à côté de ça, ce sont des projets donc que nous accompagnons et que nous maîtrisons. Il y a une chose qu'on ne maîtrise pas forcément, c'est toutes les opportunités de construire ailleurs sur la commune. Et il y en a beaucoup, notamment lorsqu'on commence à prendre un petit peu de hauteur et qu'on imagine ce qui, je vous l'assure, n'est plus quelque chose d'inimaginable, mais bien une réalité, qu'on imagine de regrouper des propriétés, des fonds de jardin. Quand on commence à regrouper des grands fonds de jardin, qu'on rachète des fonds de jardin, pof, on identifie, on fait émerger un foncier qui permet de construire, puis pas que construire du pavillon, qui peut permettre de construire aussi des petits collectifs, notamment parce que les règles d'urbanisme dans le cœur de ville permettent de construire à R plus 2 plus comble. Mais on peut aller aussi plus loin, parce qu'on a eu des demandes, le rachat en complément de fonds de parcelle d'un pavillon pour raser le pavillon et puis ensuite construire un ensemble de logements. Donc c'était pour se prémunir contre cette urbanisation qu'on ne maîtriserait pas forcément, qu'on avait souhaité préserver les cœurs d'îlots. En fait, c'est les fonds des grandes parcelles, en indiquant que d'un côté on construit, on fait, on densifie les projets que vous voyez en cours. D'un autre, on aimerait quand même que n'émergent pas comme des champignons, des bouts de projets partout, dont l'insertion urbaine serait pas forcément des plus réussies, parce qu'on n'aurait pas eu, nous, notre mot à dire en termes de challenge et de projet, parce que la coopérative, certes, on n'est pas propriétaire, mais on a quand même énormément de challenger les projets. C'est pour ça que ça a mis du temps avant que ça puisse sortir. Les services techniques, là, on était propriétaire, donc on a pu d'autant plus imposer ce qu'on voulait, mais je crois que voilà, l'urbanisation, il est de notre responsabilité qu'elle soit la plus intégrée possible. Et aujourd'hui, en termes d'urbanisme, ce qui fait la loi, c'est est-ce que le PLU permet ou permet pas? Pas est-ce que le maire veut ou veut pas. Donc il y a de plus en plus une pression gentille, mais qui risque de l'être de moins en moins dans les années à venir de la part de certains promoteurs, qui à un moment, ils vont me dire, vous êtes gentil, vous en voulez pas, certes, mais le PLU, il permet. Euh, et puis, est-ce qu'on a vocation demain à n'avoir que des fonds de jardin qui vont se vendre, et donc demain, possiblement, des grandes maisons ou pas, mais avec des jardins minuscules. Et ça va être un handicap pour les grandes maisons. Et l'étape 2, on le sait, quand une grande maison se retrouve avec un petit jardin, vous n'attirez plus la clientèle de la grande maison. Vous allez attirer l'investisseur qui va diviser la maison. Et là, on va arriver dans des sujets qu'on commence déjà à voir en centre-ville, de grandes maisons qui, de 1 logement, voient apparaître 6, voire 8 logements. Voilà, la crainte, elle était là. Maintenant, je crois qu'on a manqué de temps pour peut-être mieux éclairer nos concitoyens sur nos intentions, qui pouvaient être vécues comme confiscatoires, notamment lorsqu'on est concerné par un grand fonds de terrain et qu'on se dit demain possiblement je pourrais le céder pour qu'un pavillon puisse se construire et je comprends et c'est humain à titre personnel on se dit c'est aussi une assurance vie, une garantie, enfin c'est une valorisation foncière. Et donc je crois on a manqué de temps parce que l'urgence pour nous c'était la zone d'activité. Donc on n'a peut-être pas pu suffisamment communiquer, expliquer, associer. Et puis il y avait aussi un autre écueil important, c'est que lorsqu'on a identifié, puisqu'il faut identifier ce qu'on appelle ces cœurs d'îlots, on en a manqué, on en a loupé. Et on les a vus apparaître d'ailleurs avec d'autres projets qui sont arrivés, pour lesquels j'ai fait comprendre aux opérateurs que aujourd'hui, moi, j'étais pas prêt à les accompagner, mais je me suis dit, zut, on n'avait pas perçu ces fonds de parcelles-là. Donc, on s'est dit, il y a une fragilité, elle est à la fois en termes de communication, d'association de la population, et peut-être que ça nécessite une discussion dans le cadre d'une révision complète du PLU, parce qu'on sait que notre PLU aujourd'hui, alors qu'il n'est pas vieux, il est 2018, il est déjà relativement dépassé face à tous ces enjeux de densification, ces enjeux de préservation aussi de la qualité de vie et du cadre de vie. On voit que demain, on révisera plus un PLU simplement avec un cabinet, un bureau d'études spécialisé en urbanisme. Il faudra s'adjoindre les compétences d'architecte paysagiste, pourquoi pas d'écologue. Enfin,
Ça peut paraître compliquer la chose, mais en fait, je pense que c'est davantage se challenger, et surtout en fonction du projet politique porté donc du coup par la future mandature et les élus qui nous succéderont, c'est caler au mieux l'expression des élus dans un règlement d'urbanisme. Et là, il faut avoir toutes ces compétences-là, parce que un bureau d'études, il y a des choses qu'il ne voit pas, qu'il ne perçoit pas, et pour lesquelles il ne va pas faire de message d'alerte, notamment par rapport à ces fameux cœurs d'îlots, en disant aux élus, attention, aujourd'hui, compte tenu de ce que l'on voit, la densification, est-ce que vous souhaitez vraiment que demain, tous les fonds de jardin puissent être regroupés, rassemblés, qu'on puisse demain raser un pavillon, deux pavillons? J'ai quelques projets en tête que je peux pas vous donner, mais j'ai été extrêmement surpris de voir des opérateurs s'intéresser à des fonciers auxquels nous n'avions même pas pensé. Et parfois y ajouter un pavillon à côté pour le démolir. Oui, à Angerville, en 2025, c'est une réalité. Donc si demain on ne se dote pas de quelques garde-fous, eh bien là où on peut parfois se dire ça construit trop, bah, ce sera peut-être même plus à la main de la ville. Parce que je rappelle qu'un maire, en fait, il challenge, il peut parfois tordre certains projets pour les rendre plus acceptables, mais au bout du bout, moi je n'ai comme seul pouvoir que de faire appliquer le PLU. Hein. Si le PLU permet, je peux pas refuser de signer un permis de construire. Et ça, c'est important de le redire. On prête souvent au maire des pouvoirs incommensurables. Alors ça peut flatter l'ego, mais je ramène à certaines réalités, et c'est même d'ailleurs rassurant. Je n'ai comme pouvoir que celui de mettre en application les règlements et les textes, à la fois ce que vous m'autorisez dans cette instance, ou en termes d'urbanisme, ben le PLU, c'est lui aujourd'hui finalement le métronome. Si le PLU permet, le maire doit signer. Voilà. Donc, comme ça manquait un petit peu de maturité, on l'a malgré tout retiré parce qu'on ne visait pas aussi tous les fonds de parcelles. Par contre, nous avons conservé ce qu'on appelle les ajustements des espaces boisés classés, les fameux EBC. Alors cela, c'est lorsque vous avez la présence d'arbres, et où donc on rappelle que c'est un espace naturel et qu'il ne convient pas d'aller couper les arbres n'importe comment, parce que on peut pas d'un côté se dire il faut revégétaliser parce que ça répond au cadre de vie, ça répond aussi accessoirement à ce qu'on a besoin pour respirer, hein, ça régule les enjeux d'émissions, puis d'autre côté, bah, permettre qu'on puisse du jour au lendemain raser un bois complet. Donc, on a aujourd'hui fait en sorte de corriger dans le PLU les endroits où il y avait lieu d'ajuster les fameux espaces boisés classés. Et enfin, nous avons souhaité, parce que ça répond finalement au principe même de Petite Ville de demain, préserver les commerces. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a aucune protection pour les commerces, c'est-à-dire que demain, un commerce de centre-ville peut tout à fait transformer en logement. Je ne crois pas que c'est ce à quoi nous aspirions, surtout après avoir entamé quand même des travaux conséquents, pardon. Et donc, il y avait lieu aussi, à travers cette modification, eh bien, de protéger la pérennité commerciale avec la mise en œuvre d'un linéaire de protection, c'est-à-dire que là où on a identifié ce que vous avez dans vos documents, hein, des commerces, eh bien, demain, il peut se faire tout commerce, hein, un instant où ça reste compatible avec la quiétude et le cadre de vie, mais on ne peut pas faire de l'habitation. Alors ça, c'était important aussi, et c'est ce que nous avions souhaité, donc, du coup, rajouter dans le cadre de cette modification. Alors, j'ai été très long, j'en suis désolé, mais je crois que c'était important, et aussi vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, de comprendre ce qu'on a mis en œuvre à travers donc cette modification du PLU. Il y a eu naturellement une enquête publique, hein. Elle a eu lieu donc du 20 janvier au 19 février. Le commissaire enquêteur a donc reçu quelques observations, notamment en lien avec les cœurs d'îlots. Il a aussi eu des remarques positives. On a un agriculteur qui a dit que c'était bien de faire du développement économique. Bon, on est content d'avoir cette observation-là. On a eu une autre demande, mais qui concernait pas du tout la modification du PLU. C'était quelqu'un qui demandait à ce qu'on revoie le PLU pour qu'il puisse créer un portail. C'était pas l'objet, puisque le principe même d'une modification, c'est que ça ne concerne que certains sujets particuliers, ceux que j'ai énoncés. Donc, par défaut, ça exclut le reste, c'est-à-dire que le reste, c'est le PLU. Euh, il a rendu, le commissaire enquêteur, un avis favorable à la modification. Voilà, c'était important aussi. On lui a remis nos observations que vous aviez dans le fond de dossier, hein. Vous avez pu voir l'avis du commissaire enquêteur, ce que nous lui avons répondu, et qui donc en résumé, est ce que je viens de vous énoncer, et qui désormais appelle à votre délibération pour que dans un second temps, nous puissions entamer une autre enquête publique, mais cette fois-ci, ça va être pour le permis d'aménager, désormais donc de l'extension de la réserve, enfin des 11 hectares de la zone industrielle. Ça, c'est la deuxième étape pour
concrétisé. Calendairement parlant, on peut escompter avoir un début de travaux, donc l'extension de la zone, à la fin de l'année 2025. Début 25, fin 25, début 26, on pourrait commencer à avoir des premiers travaux d'aménagement. Voilà, mes chers collègues, ce que je pouvais vous dire de cette modification du plan local d'urbanisme, et j'ouvre au débat et aux observations s'il y en a. Non? Eh bien, mes chers collègues, je vous invite donc pour que, entre autres, 80% de la modification puisse s'appliquer, c'est-à-dire l'extension, à voter favorablement pour cette modification du plan local d'urbanisme. Voilà, c'est censé être ouvert, mais chez moi, ça a bugué. Oui, bon, ça va. Alors, 21 votes attendus, 21 exprimés, et ils sont tous favorables. C'est donc une délibération adoptée à l'unanimité, et je vous en remercie car elle est importante et marque une étape décisive dans ce parcours entamé il y a maintenant 10 ans pour que notre commune reste pour les années à venir un point de développement économique et un point de centralité sur le sud du département. Je poursuis avec le point suivant, une convention de partenariat dite à la recherche du commerçant idéal en lien avec Initiative Essonne. Le réseau Initiative Essonne, pour les conseillers communautaires, ils y sont peut-être un peu plus familiers. C'est un réseau qui accompagne aujourd'hui les porteurs de projets, et notamment avec, alors c'est tout un accompagnement avec des professionnels, hein, donc des chefs d'entreprise, commerçants ou entrepreneurs en fonction du secteur d'activité. C'est une forme de parrainage. Du porteur de projet, c'est tester son business plan, la manière dont il va monter son projet, c'est lui prodiguer les conseils, et c'est aussi, si le comité de sélection juge que le projet est viable, permettre au porteur de projet d'avoir ce qu'on appelle un prêt d'honneur, qui peut aller jusqu'à 15 000 euros, remboursable mais à taux zéro. Ce prêt d'honneur, en général, il constitue une forme d'avance qui permet, lorsque vous allez voir le partenaire financier, hein, c'est-à-dire la banque, d'avoir un effet levier parce que c'est pour elle la garantie que vous avez donc un apport et cet apport, vu qu'il vient d'un réseau d'experts, est aussi une forme de confiance et de validation de votre projet, donc un élément rassurant pour lui. Ça, c'est pour la partie, je dirais, agglomération, ce pourquoi on finance Initiative Essonne. À côté de ça, Initiative Essonne, en lien avec le commerce de proximité, propose d'autres modes d'accompagnement et notamment à la recherche du commerçant idéal. Ce projet, c'est finalement lorsqu'on a un commerce qui est vacant, peu importe que la commune soit propriétaire ou non, c'est de se dire, sur ce commerce, je sais que c'est tel type d'activité qui correspondrait, et est-ce qu'on ne peut pas avoir un vrai accompagnement avec des experts et des professionnels pour mettre en œuvre un appel à manifestation d'intérêt au niveau national dans un réseau et aussi par de la communication, hein, sur une base de vitrophanie en disant et si ici vous ouvriez votre futur commerce, et pour ne rien vous cacher, ce pourquoi on voudrait le lancer, c'est avec l'ancienne charcuterie qui est aujourd'hui rue Nationale, puisque c'est encore la rue Nationale à cet endroit-là. Pour ce faire, donc Initiative Essonne propose un rendez-vous avec le propriétaire concerné, une réunion technique ensuite avec visite du local, voir l'étude du loyer, les profils du locataire attendu. Nous, on est dans un commerce de bouche, hein, c'est ce qu'on souhaite. C'est la rédaction d'un appel à candidature en partenariat avec la ville, et ensuite c'est la mise en publicité de l'appel à candidature, et ça au niveau national, avec ensuite une réception des candidatures, avec une étude de ces candidatures par le réseau Initiative Essonne, qui justement a aujourd'hui l'expertise pour nous faire gagner du temps et éviter les candidatures un peu farfelues, et voir ensuite si c'est en adéquation avec le projet, si le risque commercial, financier, le respect de la réglementation, si tout y est. Et le comité de sélection va ensuite choisir le porteur de projet, c'est tant qu'il y en ait plusieurs qui soient arrivés jusqu'à la fin, le plus adéquat. Et donc c'est ce que on propose à travers cette convention. Alors nous, la ville, on s'engage à identifier naturellement le local vacant, je vous l'ai donné, situé sur un axe qui doit être passant dans le cadre du parcours marchand. Pour que les futurs candidats puissent se projeter, il est indispensable de proposer un local qui peut être remis en œuvre commercialement parlant rapidement. Alors c'est presque le cas du local en question. Il y a malgré tout, mais le propriétaire le sait,
deux enjeux. La première, c'est que la surface initiale est peut-être trop grande pour que quelqu'un puisse démarrer, notamment s'il n'est que sur une activité de charcuterie, de boucherie, pardon, peut-être pas de charcuterie, il n'a pas besoin des mêmes espaces. En boucherie, vous avez besoin de un peu moins d'espace que quand vous êtes en charcuterie, puisqu'il y a moins d'enjeux de transformation. Donc la question des laboratoires est pas tout à fait la même. Secondo, le fait d'associer obligatoirement un logement à un commerce ne répond pas toujours aux enjeux aujourd'hui des commerçants porteurs de projets. Tout le monde n'a pas envie de loger au-dessus de sa boutique, hein, il faut être conscient de cette réalité. Et enfin, il y a une question aussi évidemment, quand un local n'a pas été en activité depuis un certain nombre d'années, il y a un nettoyage approfondi à mener et plutôt à faire mener par un expert en la matière. Parce que on est sur des enjeux aussi où demain, pour qu'un porteur de projet se projette, quand on est dans l'alimentaire, vous savez que les règles d'hygiène, c'est un enjeu sensible. S'il faut remettre tout de suite sur la table une dépense relativement importante pour que l'outil de production, en termes d'exigence de présentation, soit à la hauteur, ça peut vite avoir un effet d'éviction. Donc aujourd'hui, on en a bien parlé avec le propriétaire. On a commencé à échanger avec Initiative Essonne, mais voilà, on aimerait maintenant aller dans dans la démarche très opérationnelle, mobiliser le réseau, donner un écho, une résonance à cette disponibilité, mobiliser l'expertise d'Initiative Essonne pour, je l'espère, demain avoir un commerce. Alors ça, c'est le premier élément, ce qu'on appelle le commerce, à la recherche d'un commerce idéal. Et vous verrez peut-être passer, mais dans une prochaine séance, ce qu'on appelle ma boutique à l'essai. Alors ça, c'est un autre concept sur lequel je vais revenir dans un instant, mais avant, pour pas vous mélanger, s'agissant de recherche un commerçant idéal, il y a une participation qui est attendue de la commune à hauteur de 3 750 euros. Alors en fait, l'engagement financier, il est du double, mais la Caisse des dépôts et consignations, à partir du moment où une commune s'engage, finance à 50%. Donc, si vous en êtes d'accord, il faut qu'on puisse s'engager en ce partenariat à hauteur de 3 750 euros pour permettre de lancer l'appel à projet au niveau national. Est-ce que sur ce projet en question, il y a des questions ou des interventions? Notre ambition, c'est, je l'espère, d'arriver enfin d'avoir un commerce de bouche pour ce local. Donc, il faut que chacun y mette du sien. C'est important. Je le dis à bon entendeur. Est-ce qu'il y a des observations ou non? Alors, je vous propose donc de passer au vote et je vous fais un point pub rapide ensuite sur ce qu'est ma boutique à l'essai. Vous êtes vraiment trop habitués à avoir des séances courtes, hein. Dès qu'on discute, tout le monde ronchonne. Fou ça. Il y a des œufs si tu veux, monsieur Drapier. Alors, on va pas toucher à vos œufs, par contre, vous pouvez voter, madame Sabourin Michel. Ah, paf, parfait. Il va nous en manquer. Non, parfait. 21 votes attendus, 21 votes exprimés. Ils sont tous favorables. La délibération est donc adoptée à l'unanimité. Alors ensuite, ma boutique à l'essai. C'est à peu près le même concept, sauf que là, on élargit le champ des possibles, c'est-à-dire qu'on identifie un local commercial, et là, on va plutôt un ou des locaux commerciaux, et on va plutôt être sur un appel à manifestation d'intérêt sur un porteur de projet. Et quand un porteur de projet, parce que là, on était sur un commerçant, où on identifiait la qualité du commerçant, commerce de bouche et charcuterie ou boucherie. C'est très réduit. Demain, on pourrait avoir d'autres locaux dans lesquels, voilà, vous voyez un peu à quoi je pense, de grands locaux, lesquels on pourrait avoir très bien situés en centre-ville, et tellement grand qu'on ne voit pas qu'un seul commerce, on en verrait deux, voire trois. Il y a une vraie opportunité. Donc là encore, il faut qu'il y ait un accord du propriétaire pour aller dans la démarche. Nous l'avons. Mais ensuite, il faut expertiser un peu parce que il faut voir comment on pourrait diviser. Et puis une fois qu'on a identifié des espaces, des mètres carrés, eh bien là, on fait un appel national. Il y a pour le coup, il y a un marketing très fort puisque c'est ce qu'on appelle, voilà, est-ce que vous imagineriez votre boutique ici? Et ma boutique à l'essai, c'est, comme son terme l'indique, c'est pas une boutique éphémère. On sait pas, on s'installe et après on va ailleurs. C'est, je tente en ayant l'objectif de rester. Mais je tente à l'essai, c'est-à-dire que je ne vais pas signer tout de suite un bail 369, le bail commercial classique qui vous engage. Je vais plutôt être sur un bail précaire, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un accord avec le propriétaire. Et puis si au bout de ce bail de 6 mois ou d'1 an, je vois que
mon activité fonctionne, bah, je le convertis en bail commercial classique et je reste à demeure. Le réseau Ma Boutique à l'Essai existe depuis 2014, donc vous voyez qu'il a maintenant pratiquement 11 ans d'ancienneté. La première boutique à l'Essai est encore en activité aujourd'hui. Donc, si un jour vous tapez Ma Boutique à l'Essai, puisque c'est un dispositif national, vous verrez que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, parce que bah, il donne une plus grande visibilité et parfois sur des plateformes auxquelles on ne pense pas forcément et où un porteur de projet peut lui-même aller regarder ou être orienté, notamment par les fameux réseaux d'aide et d'accompagnement à la création d'entreprise. Mais ça, on y reviendra certainement dans une autre séance. On a encore quelques éléments à mûrir parce que j'avais, pour tout vous dire, l'espoir de permettre l'implantation d'une célèbre chaîne de surgelés qui ne vient pas du Nord, mais qui parfois peut créer des jeux de mots quand on dit que vous avez fait, voilà. Alors que non, c'est pas un plat typique du Nord, c'est un plat qui vient d'une enseigne. Comme ça, chacun aura compris à laquelle je pensais, parce que je trouvais que le local était tout à fait approprié. Il dispose d'un parking, c'est un ancien supermarché, donc il y a un parking avec des places. Donc on répond à l'obligation d'avoir du parking pour ce type d'activité en cœur de ville. Il n'aurait pas eu besoin des 480 mètres carrés, puisque le local en question fait 480 mètres carrés. Ils avaient plutôt besoin de 300 mètres carrés. Donc ça permettait d'avoir d'un côté l'enseigne surgelée et de l'autre Ma Boutique à l'Essai. Vous voyez, il y a moins grand pour pouvoir avoir quelque chose de complémentaire. Alors sachez que la ville est extrêmement attractive pour l'enseigne, tout le bon point, mais que l'enseigne ne se voit pas venir en centre-ville, parce que pour elle, son business model fonctionnerait d'autant mieux que si elle s'implantait au niveau de la zone commerciale, c'est-à-dire là où nous avons Leclerc, Lidl et Monsieur Bricolage. Ça, j'ai fait trois noms. Donc voilà, on a eu une discussion, c'est tout récent, c'est tombé ce vendredi dernier. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu vous en parler avant. Donc c'est très positif. On est vraiment un territoire d'expansion pour eux. Ils veulent venir, mais pas en centre-ville. J'ai tout tenté, même en me disant que parce que le loyer, ils en conviennent, le loyer est peu cher. Hein. C'est parmi les loyers au mètre carré les moins chers d'Angerville. C'est à savoir, mais pour eux, le loyer, c'est finalement le dernier élément. La question, c'est d'être près d'une locomotive, parce que quand ils font leurs calculs, ils voient bien qu'il y aura une perte sur l'activité du centre-ville versus une activité sur une zone commerciale avec une visibilité beaucoup plus importante. Ce qui, vous voyez, nous conduit toujours à avoir cette vraie réflexion sur l'aménagement de la zone commerciale. Parce que vous savez qu'il y avait un moment un projet de cinéma, je vois arriver un projet d'implantation d'une enseigne de surgelés qui est complémentaire, avec l'équilibre sur la commune. Hein. Même l'enseigne de grande distribution ne voit pas d'un mauvais œil l'implantation de ce type d'enseigne. Au contraire, hein, c'est plutôt un enjeu de complémentarité. Donc ça veut dire que la question de la réflexion foncière sur le site, elle se pose quand même à l'avenir. Mais ça, c'est plutôt des discussions au long cours. Mais ça permet pour ceux qui nous écoutent de voir que c'est pas parce que les élus ne déclarent pas qu'ils ne réfléchissent pas, et qu'il y a donc bien des réflexions, mais que ça prend beaucoup de temps. Et être élu, c'est, vous le savez désormais, mes chers collègues, c'est apprendre la patience et la résilience. Mais voilà, l'exemple même de la zone d'activité, 10 ans, on n'a rien lâché, elle arrive. Donc c'est quand même gage de satisfaction. Donc voilà, on aura à en reparler parce que comme cette enseigne pardon, de surgelés veut pas venir en centre-ville, alors je vais faire appel à la concurrence. Hein. Je les ai déjà sollicités, ils n'ont pas encore répondu, puisque vous savez qu'il y en a une autre enseigne concurrente qui est plutôt en province, mais qui est pas très très loin. Voilà, j'arrive pas à faire de jeu de mots pour vous aider à la trouver, donc vous verrez, elles sont, de toute façon, ils sont deux au niveau national. Hein. Il y a la très connue et une autre qui est une enseigne sur un fond de couleur un peu violet bordeaux. Je vais tenter quand même de les redémarcher, parce que je reste persuadé que avoir une activité comme celle-ci en cœur de ville, c'est aussi important en termes de dynamisme du cœur de ville. C'est extrêmement complémentaire. Donc chacun s'accorde à dire, l'enseigne en question la première, que c'est vrai, on a une belle complémentarité entre la zone commerciale et le cœur de ville. C'est une particularité qu'on a en Angerville. Hein. Finalement, la zone commerciale avec les grandes enseignes, comme elle est relativement proche du cœur de ville, elle n'asphyxie pas le cœur de ville. On voit, et l'étude shopping qu'on avait menée dans le cadre de Petite Ville de Demain, hein, prouvait cette complémentarité. Et on arrive quand même aujourd'hui à drainer. En cœur de ville, c'est 15 à 18 000 chalands. C'est quand même un chiffre conséquent. On n'est que 4 500 en Angerville. Vous voyez, il y a quand même entre 15 et 18 000 personnes qui viennent consommer en cœur de ville. Et sur la partie commerciale, la zone commerciale, on est à 25 000 chalands. C'est là qu'on voit le positionnement stratégique et l'aire d'influence géographique de la commune. Voilà, je referme la partie information, mais qui me semblait importante parce que complémentaire sur ce point. Vous voyez, si Monsieur Vaury, vous avez fait la présentation, ça aurait été plus court. Hein. Vous allez regretter qu'il soit souffrant, donc vous allez lui souhaiter un prompt rétablissement pour que la fois prochaine, vous ayez des présentations plus concises. Désolé, ce soir, manque de bol, c'est le maire qui présente les points.
Mais parce que ça permettait de mettre en jambe une de nos colistières sur le tour de table, qui, pour la première fois, va devoir présenter un point et je dirais la répéter devant le miroir un nombre de fois conséquent, parce qu'elle le vit comme presque comme le passage d'une épreuve orale, mais ça va bien se passer. D'autant plus que le projet est un projet extrêmement sérieux et qui touche aujourd'hui une réalité. Et je pense que c'est surtout ça qui doit vous animer, Madame Vater, dans la présentation de ce point, sans stress aucun, puisqu'on se connaît tous. Vous êtes certes filmé et suivi actuellement par... Ah, il y a 21 personnes qui nous suivent, hein. Donc voilà, un petit coup de stress en plus. Voilà. Ah, c'est peut-être la famille qui regarde. Bon, bah voilà, on salue toute la famille Pouce Vater qui nous regarde. Et puis, en redevenant un peu plus sérieux, le point suivant concerne une convention de partenariat avec l'association Les Papillons. Je vais pas déflorer le sujet, je propose donc à Madame Vater qui nous a proposé cette initiative, et donc je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'elle présente le point, qu'elle puisse nous en dire un peu plus. Madame Vater, la parole est à vous. Merci. Alors, Les Papillons est une association créée en 2019 par Laurent Boyer. Lui-même victime d'inceste, il a souhaité donner du sens à son histoire et surtout tendre la main aux milliers d'enfants victimes chaque année de maltraitance infantile. On a une espèce d'écho qui est pas Ouais. normal. Est-ce que tu peux éteindre ton micro? Et t'as un téléphone devant, quelque chose? Non? Euh, Éventuellement, parce que je pense que si on entend nous le Larsen ici, ils doivent l'entendre en ligne. Que tu peux prendre le micro d'à côté? On va tenter avec un autre micro pour voir, parce que ça me paraît, ou alors c'est parce que t'es sous l'enceinte, mais Non, on l'a toujours. est-ce que tu peux venir à côté de François, s'il te plaît? Bon, bah. Avec ton micro. Pour une première, c'est pas. Désolé, hein, c'est pas un bizutage, mais non, non, non. Donc, Madame Vater, je vous redonne la parole. Yes. C'est bon. Donc, Les Papillons est une association créée en 2019 par Laurent Boyer, lui-même victime d'inceste. Il a souhaité donner du sens à son histoire et surtout tendre la main aux milliers d'enfants victimes chaque année de maltraitance infantile. 165 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, un enfant toutes les 3 minutes. 2 enfants par classe, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de l'un de ses 2 parents. Ces chiffres sont alarmants, ont conduit l'association à développer des dispositifs d'aide aux victimes. L'un des dispositifs repose sur l'installation de boîtes aux lettres papillons dans des structures extrascolaires facilement identifiables, visant à faciliter la libération de la parole des enfants en leur offrant la possibilité d'y déposer librement, simplement et discrètement des mots qui seront par la suite traités de façon neutre et impartiale. L'association a la volonté de faire du projet des boîtes aux lettres Les Papillons un projet citoyen, de le mettre à la portée de toutes les femmes et les hommes de bonne volonté, des adhérents qui veulent être le véritable acteur de la protection de l'enfance en portant ce projet. Il vous sera proposé de devenir partenaire de l'association et de déployer le dispositif des boîtes aux lettres papillons à Angerville. Ces boîtes aux lettres sont fournies par l'association et seront installées au gymnase Gabriel Thirouin et au stade André Boivin. Une personne ressource doit être désignée, celle-ci est chargée de sensibiliser les enfants au dispositif papillon dans les structures périscolaires. Aurélia Vater, moi-même, qui est à l'initiative de ce projet, sera la personne ressource. Je ferai une formation par l'association pour la détection des signaux de maltraitance et au recueil de la parole des enfants. Les personnes de confiance précisées en annexe de la Convention seront chargées de récupérer les mots déposés par les enfants au moins 2 fois par semaine. Ils sont ensuite transmis aux psychologues salariés de l'association qui composent le pôle d'analyse des courriers papillons et qui analysent et traitent tous les mots qui sont transmis chaque jour à l'association. Chaque fois, selon la nature des faits dénoncés, l'association saisit les cellules de recueil des informations préoccupantes, le CRIP, des départements concernés ou les procureurs de la République des tribunaux judiciaires compétents. C'est cette proximité dans chaque ville, chaque village qui permet à l'association d'offrir aux enfants un outil capable de les aider à vaincre leur peur et leur honte. Le pack matériel comprenant la mise à disposition des boîtes aux lettres papillons et la formation en ligne sont facturés à coût de 85 € TTC pour la période de mars à août 2025. À l'issue de cette période, le bilan établi vous permettra de juger de la nécessité de reconduire le dispositif.
Afin de fixer les modalités de ce partenariat, il est nécessaire de signer une convention avec l'association Les Papillons que vous trouvez ci annexée. Excusez-moi, mais la présentation a été parfaite, donc du coup, je n'ai pas vu arriver la fin de celle-ci. Merci, d'autant plus merci, Madame Vater. Bon, tu peux rester là, hein, que, et comme vous l'avez fort justement rappelé, la question des violences intrafamiliales aujourd'hui est une réalité. On ne redira jamais assez, hein, 165 000 enfants, hein, victimes de violences sexuelles, ce que vous avez rappelé. Un enfant toutes les 3 minutes qui en est victime, 2 enfants par classe. C'est quand même des chiffres qui font froid dans le dos. Et un enfant qui meurt tous les 5 jours sous le coup de l'un de ses 2 parents. Mmh. Je crois que ça nécessite effectivement une mobilisation, de l'ensemble des acteurs et c'est pas facile de trouver la bonne manière de permettre à un enfant de s'exprimer, qui n'a peut-être pas d'ailleurs la confiance, d'un interlocuteur et donc c'est vrai que ce dispositif de boîte aux lettres, de manière, voilà, confidentielle, de pouvoir, signaler une situation qui ne semble pas, normale, voilà, quand on ne sait pas vers qui se tourner et tout en rappelant quand même que derrière, ça va être analysé par, alors à la fois Madame Vater aura la formation, mais ensuite ça remonte et c'est donc étudié par des professionnels et ça va jusqu'à la transmission aujourd'hui de l'organisme qui est accrédité pour, c'est-à-dire c'est la cellule de recueil d'informations préoccupantes. Hein. C'est vers cette cellule que l'on dirige dans les établissements scolaires, mais pas que, lorsqu'on estime qu'un enfant semble être victime de traitements qui ne sont pas normaux, eh bien, on fait ce qu'on appelle une IP, hein, une information préoccupante, et donc qui est adressée à cette cellule, à cette instance, qui ensuite va mener une enquête sociale et qui pourra éventuellement déboucher, hein, sur des suites en fonction de la gravité des faits qui ont été constatés. Donc, je tiens à dire que dans la démarche, ce sont bien au bout des professionnels, c'est plutôt avoir un canal supplémentaire pour recueillir ce qu'on appelle les signaux faibles et qui parfois sont tellement faibles qu'on ne les voit pas, ils passent sous les radars et ils peuvent ressurgir des années plus tard. Pas la peine d'ouvrir bien loin l'actualité qui émaille nos journaux télévisés et autres pour constater à quel point des agissements parfois lointains auraient dû être remontés, dénoncés pour que ce genre de situation ne soit pas toléré et qu'on ne laisse pas sans possibilité, sans aide, sans accompagnement les personnes qui en sont victimes. Parce que je pense que je ne vous surprendrai pas, je ne vous apprends rien en vous disant que c'est un traumatisme que l'on peut parfois essayer d'enfouir, mais qui, quoi qu'il arrive, va conditionner votre construction et tôt ou tard aura ou a même dès le départ des répercussions sur la manière dont vous, en tant qu'adulte, vous allez vous-même vous construire, avec parfois dans les situations les plus difficiles, conduire même parfois à la reproduction de, de, de ces comportements envers ses propres enfants, hein, peut parfois aussi mener à ce genre d'extrémité. Malheureusement, donc merci Madame Vater de proposer cet engagement auquel je pense que nous souscrirons tous pleinement, unanimement, et en souhaitant, parce que nous ne sommes pas la première commune à rejoindre le réseau, que d'autres le fassent et qu'on puisse voilà, en suivre l'évolution dans les mois et ensuite les années à venir. Donc là, vous l'avez compris, on est sur une demi-année, hein, pour l'adhésion, avec donc ces fameux 85 euros pour la période de mars à août, puisqu'en fait, il fonctionne dans l'année scolaire. Et donc, on sera amené euh, à délibérer ensuite à une autre occasion pour pouvoir donc proroger le dispositif à l'issue d'un bilan qui pourra être présenté. Oui, J'avais juste une petite question. Est-ce que à terme, il a été pensé d'en mettre une à l'école, notamment pour les enfants qui auraient pas forcément, qui iraient pas régulièrement au gymnase ou au stade, par exemple? Voilà. alors pour ne pas mettre Madame Vater mal à l'aise, je vais répondre. Au départ, le projet a été proposé à l'Éducation nationale. Moi, j'ai dit, un projet comme celui-ci, la commune ne peut pas le décréter seule. Il faut que l'Éducation nationale, donc l'inspection d'académie, donne son aval. La directrice de l'inspection académique, hein, de la circonscription d'Étampes n'a pas donné un avis favorable. Elle a considéré aujourd'hui qu'on est en présence d'une association qui est certes reconnue, mais qui ne
rentre peut-être pas dans le champ des partenaires avec lesquels elle aurait l'habitude de travailler, sachant que c'est ce qui avait été indiqué, hein. Il y a des écoles en France qui le font. Mais comme l'éducation nationale émet un avis négatif, et comme on a plutôt tendance à être pugnace à Angerville, on s'est dit, bon, bah, si dans un premier temps on peut pas sur l'école, on va quand même le faire. Et c'est pour ça que effectivement le gymnase est arrivé, puisqu'on sait que les enfants, une bonne partie en tous les cas, sont amenés à y passer, en souhaitant que, au regard de l'activité du fonctionnement, alors j'espère qu'on va pas, enfin qu'on recueillera rien. Enfin moi, enfin concrètement, on espère tous que ces boîtes aux lettres seront toujours vides, mais que justement, en constatant que ça se passe bien, mais pour autant, plus on a de lieux pour recueillir, mieux le dispositif fonctionne, qu'on arrive à convaincre dans les années à venir l'éducation nationale d'accepter qu'on puisse en mettre une à l'école. Alors, je vais laisser Madame Cotreau aura la parole, après Madame Vater et ensuite Madame Sabourin-Michel. Et merci pour la réponse. Et du coup, est-ce qu'il serait possible d'envisager une personne référente à l'école qui pourrait déposer ses lettres, par exemple, dans les boîtes à papier? Non plus? Ok. Alors, je vais proposer du coup à Madame Vater de répondre. Alors pour revenir en ce qui concerne l'éducation nationale, pour le moment, l'association, enfin l'éducation nationale n'a pas refermé la porte à l'association. Il y a des agréments, etc. Et avec les remaniements qu'il y a eu, qu'on connaît tous, ça a pris énormément de retard, etc. Normalement, ils auraient dû éventuellement avoir leur agrément pour 2025. Donc voilà, on croise les doigts pour 2026 ou 2027 pour que ça se passe. Ce serait quand même pas mal. Et en ce qui concerne, non, les mots doivent être systématiquement mis par les enfants. Et il n'y aura pas en maternelle, par contre, parce que l'association n'est pas en mesure de décrypter ce qu'un enfant de 3 ans peut faire. Et Madame Sabourin. Par rapport au lieu d'installation des boîtes aux lettres, peut-être la médiathèque aussi, qui est quand même très fréquentée par les enfants. Un troisième point. Ça pourrait tout à fait s'envisager. En tous les cas, moi, j'y verrais pas d'obstacle. À voir après, au bout du premier bilan et avec l'association, puisqu'il faut que l'association valide aussi l'opportunité. Ah ben, je vous en prie, je te laisse répondre, hein. En fait, il faut que la boîte aux lettres soit dans un endroit clos. Donc là, au gymnase, par exemple, il faudra qu'elle soit à l'intérieur du gymnase, tout comme au stade, il faut que ce soit en intérieur. Et Aucun j'imagine pas trop à la portée de tous les regards. Il faut que ce soit à la discrétion pour que Ouais. l'enfant se sente à l'aise d'aller pouvoir Ouais. mettre ce mot. Donc en fait, faut pas trop que ce soit visible, mais que enfin, c'est ça qui va être un peu complexe pour mettre dans les boîtes aux lettres. Mais je pense que oui, à la Mais ça peut médiathèque. s'imaginer, puisque la médiathèque est dotée effectivement un peu de recoins, Oui, enfin de lieux où on peut relativement être tranquille et pas être vu au moment où on dépose voilà. quelque chose. Donc je pense que l'intérêt de cette adhésion partielle, puisqu'on est en cours d'année jusqu'au mois d'août, ce sera de faire le bilan puis de voir comment on peut éventuellement mettre Améliorer les apporter d'autres choses lieux. Ouais. et peut-être l'agrément Oui, on l'espère, quoi, sera-t-il que arrivé. permettra de pouvoir C'est travailler, parce que ça nous paraissait effectivement au départ c'est ça. Mais c'était le opportun but, de le faire avec c'était l'éducation nationale. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, je vous en prie. Bonsoir. J'aimerais savoir comment les enfants vont être informés qu'ils peuvent mettre un mot dans la boîte aux lettres. Madame Vater. Alors, le but, faudra que je revoie avec monsieur le maire et ainsi qu'avec monsieur Drapier, c'est qu'on va déjà faire des réunions avec les présidents des clubs où il y a des enfants, donc pas en dessous de 3 ans et pas de majeurs, donc jusqu'à entre 6 et 15 ou 16 ans à peu près, à voir en fonction d'eux. Donc avec ces réunions, les présidents de ces clubs devront communiquer avec les enfants, présenter l'association, dire exactement ce qui se passe, enfin dans les grandes largeurs, bien entendu. Et après, l'enfant de lui-même verra les petits papiers qui seront mis à côté, parce qu'il y aura des papiers spécifiques mis à côté des boîtes aux lettres. Et sur ces boîtes aux lettres, il y aura également tout je sais pas trop comment une plaquette qui explique les gestes qui ne sont pas normaux de la part d'un adulte. Il y aura plein de choses qui vont être bien mises aussi pour que l'enfant, même un enfant de 6 ans, comprenne véritablement le geste inapproprié. Alors ça, je pense que c'est Ah, sur le programme sur l'éducation affective. Alors, je sais pas si ça aura un lien avec, mais oui. Après, bon, il y aura, parce que ça aussi, ça suscite pas mal d'inquiétudes sur ce pan-là.
Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'on fasse en sorte que ce soit compris dans le bon sens. Et donc, il faudra qu'on accompagne aussi après avec la communication et qu'on relaie au maximum pour faire comprendre ce qu'est et surtout ce que n'est pas ce dispositif. On a souvent tendance des fois un peu à voir des choses. Voilà, on est bien sur un objet bien particulier. C'est pas pour dénoncer le fait que les parents ont grondé l'enfant parce qu'il a eu une mauvaise note ou qu'il a été puni, qu'il n'a pas le droit de faire de jeux vidéo, quoi. On n'est pas là non plus pour venir dire aux parents comment éduquer leurs enfants. Je parais enfoncer une porte ouverte, mais c'est toujours bien de le rappeler, hein. On est bien uniquement sur la question des violences intrafamiliales, des violences donc portées à l'encontre d'un enfant. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Le scrutin est ouvert et je pense qu'on peut féliciter Madame Vater. Ça s'est bien passé. Félicitations. Très belle intervention. Comme quoi, vous allez pouvoir en présenter davantage. On va prévoir ça pour le prochain conseil. Voilà, le scrutin est ouvert. Je vous invite, mes chers collègues, à vous prononcer. Alors, nous sommes à 18 votes sur 21, 19, 20. Alors, Madame Boivin. Il veut pas marcher, mais vous êtes pour. Merci. Ça nous fait donc nos 21 votes attendus et ils sont tous exprimés favorablement. C'est donc une délibération adoptée à l'unanimité. Nous poursuivons avec le point numéro 6. Il concerne la création d'emplois permanents dans le cadre d'avancement de grade. Alors, c'est très simple. Quand il y a un grade, quand on avance en grade, il faut qu'en face, on ait l'emploi qui est adapté au grade. Traduction, nous ne recrutons personne, mais nous devons créer des postes qui permettent de faire avancer en grade les agents promouvables. Voilà l'objet de la délibération. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, des interventions. Non? Bien. Eh bien, je vous propose donc de passer au vote. Je me rattrape. Je pense qu'on va voter pour lui l'année prochaine. Ou pas. 21 votes attendus, 21 votes exprimés, et ils sont tous exprimés favorablement. C'est donc une délibération adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous en arrivons donc à la la présentation, pardon, des divers, où vous aviez donc l'ensemble des décisions que j'ai été amené à prendre dans le cadre des délégations que vous m'avez accordées. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des interventions donc sur ces décisions. Non. Il est donc donné acte de la présentation des décisions du maire. Je vous rappelle que le prochain conseil municipal qui va nous permettre de passer de la parole aux actes, c'est-à-dire du débat au vote pour les budgets, aura lieu donc le mardi 8 avril à 20h. Et que pour ceux qui sont intéressés par les finances, le prochain conseil communautaire, qui est lui aussi consacré au débat sur la dotation budgétaire, a lieu lundi 24 mars. Il a lieu donc au Mérévillois. Mais vous pouvez aussi avoir la joie de nous suivre en direct pour venir soutenir et encourager les élus qui siègent à l'agglomération. Voilà mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, nous pouvons donc lever la séance. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je remercie à nouveau les services pour la préparation de cette soirée. Merci à tous.